Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, présidentielle en Centrafrique. Le chef de l'État sortant, Faustin Archange Touadéra, réélu dès le premier tour avec 53,92% des suffrages. Selon les résultats provisoires, l'opposition exprime ses objections. Elle exige l'annulation du scrutin qu'elle juge discrédité car seul un électeur sur deux a pu voter le 27 décembre en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. La mission de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour a pris fin le 31 décembre. Décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un retrait après 13 ans sur le terrain. Un départ qui intervient malgré une recrudescence des affrontements intercommunautaires dans la région soudanaise, ce qui suscite l'inquiétude des populations. Puis le lancement opérationnel de la zone de libre-échange le 1er janvier. Le lancement avait pris du retard en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Gros plan à suivre sur les enjeux de cette ZLECAf au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à impulser le commerce intra-africain. Et pour décrypter ces actualités avec nous ce soir, nos deux éditorialistes, Jean-François Akandikombe, bonsoir. Bonsoir Zara et bonne année à tous et à toutes. Merci Jean-François. Sur ce plateau également, Alfred Tchongo, bonsoir Alfred. Bonsoir Zara et puis à mes très chères téléspectatrices, belle et heureuse année 2021. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 27 décembre d'après les résultats annoncés ce lundi par l'autorité nationale des élections. Une victoire dès le premier tour avec 53,92% des suffrages devant ses principaux concurrents, Anissé Georges Dolo-Guélé et Martin Ziguélé. L'opposition dénonce une mascarade entachée de fraude massive. Les résultats définitifs doivent être publiés le 19 janvier après examen des recours. Corinne Kamsueone. L'autorité nationale des élections en République centrafricaine a rendu son verdict ce 4 janvier 2021. Le président candidat Faustin Archange Touadéra est vainqueur du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020 avec 53,92% des voix. L'ancien Premier ministre Anissé Georges Dolo-Guélé est arrivé deuxième avec 21,01% des suffrages exprimés. Ce sont au total 16 candidats qui ont pris part à cette élection. Nous sommes contents de savoir que notre candidat a été élu dès le premier tour. D'ailleurs, ça ne nous étonne pas, comme j'ai l'habitude de le dire. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons travaillé à sa réélection. Son bilan a parlé. Le peuple lui a fait confiance de nouveau. Et pour nous, c'est une satisfaction. Étant entendu que c'était un défi, ces élections-là, le peuple s'est soulevé comme un seul homme, malgré les défis sécuritaires, malgré les menaces, malgré quelques intimidations, les gens sont allés massivement voter. Selon l'autorité nationale des élections, environ 700 000 Centrafricains se seraient rendus aux urnes sur les 1,8 million d'électeurs attendus. Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 se sont en effet déroulées dans un climat de tension. Quelques jours avant l'ouverture des bureaux de vote, des mouvements rebelles qui contrôlent plusieurs localités du pays avaient tenté une incursion à Bangui sans succès. Pour une partie de l'opposition qui dénonce en outre des fraudes durant les opérations de vote et de dépouillement, il faudra faire des recours pour contester ces résultats. Nous n'avons aucun PV d'aucun bureau de vote. Nous ne savons pas combien nous avons eu dans le bureau de vote qui se trouve à 2 km d'ici ou à 400 km d'ici. Ou jusqu'au moment où je vous parle. Comment nous pouvons faire foi à des résultats qu'on nous proclame? Donc, au moment où je vous parle, nous, en tant que parti politique et les autres candidats, ils n'ont pas les procès-verbaux issus des votes. Le président Faustin Archange Touadéra, né à Bangui le 21 avril 1957, mathématicien de formation, a été Premier ministre de 2008 à 2013. Il est élu président de la République en 2016. La Cour constitutionnelle devrait valider cette seconde victoire le 19 janvier 2021 après la phase des recours. Pour ce second mandat, le président Touadéra doit relever le défi de la sécurisation de nombreuses régions du pays, le renforcement et la promotion de la cohésion nationale et la relance économique de ce pays d'Afrique centrale.
Une victoire dès le premier tour, 53,92% des suffrages. Jean-François Akandi-Kombe, comment l'opposition centrafricaine a accueilli cette réélection? Alors depuis hier, il y a une déclaration de tous les autres candidats, en tout cas de 10 des candidats majeurs à cette élection, pour dénoncer le caractère non inclusif, les fraudes, et pour dire qu'ils ne reconnaissent pas ce résultat-là et qu'ils vont exercer leur droit à saisir la Cour constitutionnelle. Et je pense que c'était le moins auquel on pouvait s'attendre. Dans le contexte centrafricain tel qu'on a vu se dérouler ces élections, c'est sans doute les élections les moins bien organisée en République centrafricaine. J'irais même jusqu'à dire que c'est une forme de simulacre de démocratie. Pourtant, le pouvoir avait été alerté sur le fait que ces élections-là risquaient d'être des élections non universelles. Il y a quand même l'universalité du suffrage qui importe. Et puis se dérouler dans des conditions de sécurité qui n'étaient pas acceptables. Ne serait-ce que sur la question de l'inclusivité du vote. Sont des élections des exclusions. Le gouvernement avait décidé dans un premier temps déjà d'exclure les réfugiés qui avaient eu le droit de voter en 2015 et en 2016. Et les personnes déplacées n'avaient pas été enrôlées, ce qui représente déjà plus de 600 000 personnes, plus 700 000 personnes, ça fait déjà 1 300 000, 400 000 sur une population globale de 5 millions d'habitants, c'est quand même beaucoup. Or, là, ce à quoi on a assisté, c'est que le vote est un vote de Bangui seulement, essentiellement de Bangui. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas considérer que c'était les meilleures élections, quoi qu'en disent les Nations Unies, quoi qu'en dise le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Il suffit d'aligner les chiffres. Les élections qui étaient censées être les élections les plus sujettes à caution, c'est-à-dire les élections de sortie de la transition. Il y avait environ 2 millions de personnes enregistrées. Il y avait 1 400 000 votants. Aujourd'hui, nous avons 600 000 votants, un peu plus de 600 000 votants, et c'est déjà une indication très sérieuse pour dire que, à vrai dire, la promesse qui a été faite aux Centrafricains d'un retour à l'ordre constitutionnel qui viendrait stabiliser, ramener la démocratie, ramener à l'exercice du suffrage, c'est un échec flagrant. C'est un échec flagrant. Donc, compte tenu des conditions du vote, de la violence, de la suspicion qui peut exister, comme le président Ziguélé l'a dit tout à l'heure, où est-ce qu'on a déjà vu que des représentants des partis politiques sortent des bureaux de vote sans PV, sans procès verbal, de la manière dont les choses se sont déroulées et des voix. Et jusqu'à ce jour où nous sommes en train de parler, il n'y a même pas ça. Et puis, pour la petite histoire, on attend toujours que M. Mankeur Ndiaye, haut représentant du secrétaire général des Nations Unies, nous explique pourquoi il a sorti avant l'ANE, avant l'autorité nationale des élections, un score de 31% pour Anissé Georges de Lekele, pour que l'autorité nationale annonce 21% dans les heures qui ont suivi. Vous voyez, on est vraiment dans une ambiance qui ne permet pas d'être satisfait de ces élections-là. Alfred Chango. Oui, je pense vraiment que c'est une victoire à la Pyrrhus qui laisse un goût amer. On aurait attendu effectivement que les élections se passent de façon sécurisée, de façon inclusive, que tous les politiciens centrafricains qui étaient partie prenante de l'accord de paix de 2019 puissent tous se retrouver justement dans ce processus électoral. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé à une semaine ou deux des élections lorsque des groupes armés se sont levés et puis ce qui a poussé un certain nombre des candidats à se retirer et d'autres à rester. Moi, ce que je retiens vraiment de tout ça, c'est une grande déception. C'est-à-dire, on s'attendait effectivement à ce que ce cycle de déstabilisation de la Centrafrique, depuis l'indépendance de la Centrafrique, puisse s'estomper, s'arrêter et qu'il y ait vraiment effectivement des élections libres, transparentes et inclusives pour donner un élan
à une nouvelle dynamique politique à la Centrafrique. Et là, on constate justement qu'il n'y a pas réellement d'évolution par rapport à 2013. Il n'y a pas vraiment, je dirais même, il y a une forme de régression. Voilà. Mais ce qui reste fondamental, c'est le souci vraiment du peuple centrafricain, de tous les Centrafricains, de sortir justement de ce cycle de la violence, des élections qui sont truquées et tout ça. C'est-à-dire que même dans les régions, les provinces où les groupes armés ont interdit, ont troublé les élections, le peuple centrafricain avait envie d'aller aux élections pour se donner vraiment des autorités légitimes, parce qu'ils sont fatigués justement de tout ça. Ils sont fatigués. Et là, la responsabilité des politiciens est quand même très engagée dans le fait que, je ne sais pas, si à un moment donné, ils se regardent dans un miroir et ils se disent « nous sommes fiers de nous, de ce que nous faisons à la Centrafrique ». C'est ça qui me laisse un goût amer. Jean-François Akanji-Combé. Je partage totalement, l'essentiel a été dit par Alfred. Les Centrafricains, ils l'ont encore montré cette fois-ci, ils l'avaient déjà montré en 2015-2016, ils l'ont à nouveau montré, ils veulent sortir, ils sont sortis sous les balles pour aller voter, c'est une volonté de sortir de cette spirale négative, et sortir de cette spirale par le haut, c'est-à-dire par la démocratie, par le vote et par la légitimité de ceux qui les gouvernent. Or, on assiste à quelque chose qui est une régression, et je le confirme, par rapport aux élections de 2015-2016, on est dans la régression, et on a aujourd'hui une situation, du point de vue de la sécurité sur le territoire, qui est pire qu'en 2015 et en 2016. Et qui est pire, pourquoi ? Aujourd'hui, le chef de l'État déclare la guerre, il a dans son dernier discours dit que le pays était en guerre, mais les Centrafricains le lui demandaient depuis qu'il avait été élu, et non pas la paix des cœurs qu'il a prônée, qui a débouché sur l'accord de Khartoum, et qui a permis le renforcement de l'arsenal des groupes armés et leur meilleur enracinement dans le territoire, y compris en usant des subsides publics. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une forme d'impasse politique. Et je parle là du chef de l'État, mais je pense que la responsabilité est assez partagée avec tous ceux qui ont participé à ces élections-là. Je pense qu'il y avait aussi, s'agissant des candidats de l'opposition, il y avait une action plus ferme à mener pour refuser d'aller à des élections qui étaient si mal organisées et qui apparaissaient déjà d'emblée avant comme n'étant pas inclusives, ouvertes à la fraude, à toutes les fraudes, et puis se déroulant dans des conditions de sécurité non acceptables pour les Centrafricains. Donc on est dans cette situation où aujourd'hui, vraiment, je pense qu'on est dans l'impasse. On attend les recours et puis on attend surtout ce que va dire la Cour constitutionnelle dans ce contexte-là, parce que ce qui se joue aussi, c'est la confiance que les Centrafricains, et en particulier ceux qui sont en province, peuvent continuer à faire à des hommes politiques et à faire à une MINUSCA ou à la communauté internationale, sachant, et j'en terminerai par là, que on a assisté, soi-disant pour la sécurisation de ces élections-là, à une mobilisation sans pareil, une mobilisation militaire sans pareil. Et cette mobilisation militaire, c'était pour protéger, pour sécuriser où ? À Bangui. Et donc pour protéger le pouvoir. Cela fait 4 ans qu'il y a des massacres régulièrement et que la MINUSCA n'intervient pas. Et lorsqu'on demande aux autorités d'intervenir, elles disent « Ah non, pardon, nous n'avons pas les moyens, nous avons l'embargo sur le dos, donc nous ne pouvons pas intervenir. » Et on constate que lorsqu'il s'agit des élections, donc de protéger le fauteuil dans lequel on est, on peut mobiliser. Et là, c'est vraiment des conditions, ce qui se joue là actuellement est important pour demain, pour la stabilisation du pouvoir, pour sa légitimité, et aussi pour la confiance que l'on peut encore continuer à faire, y compris aux Nations Unies, et y compris dans sa dimension africaine avec Mankeur Ndiaye, par exemple. Donc là, c'est une période de recours qui s'ouvre, sachant que le 19 janvier, il y aura la proclamation officielle des résultats. Quelle marge de manœuvre pour l'opposition ? Alfred Tchongo. Moi, je ne sais pas ce que la Cour constitutionnelle va décider, mais probablement ne va pas inverser les résultats qui a été proclamés par l'Agence nationale des élections. C'est très bien que l'opposition se soit engagée justement dans cette voie de recours, mais l'opposition n'est pas dupe de ce que sera la décision de la Cour constitutionnelle. Qu'à cela ne tienne, il faut aller de l'avant, parce qu'on a vu même les législatives,
c'est pas très clair, mais c'est pas très clair, mais la tendance est à faire que le pouvoir puisse avoir la majorité, comme ça dans les deux chambres, pour que, voilà. Je pense que le plus gros défi après tout ce processus-là, ça sera effectivement que pendant ces 5 ans, le président puisse travailler, tous les politiciens puissent travailler à ce que on sorte justement de ce conflit perpétuel et permanent, qu'on construise finalement un dispositif politique qui amène des élections justes, légitimes, etc. La question de la prise en compte des attentes de la population centrafricaine, la question de la paix, la question du développement, etc. Ce sont des questions qui sont essentielles. Et moi, je ne sais pas comment nos hommes politiques n'ont pas toujours présent à l'esprit cet intérêt-là. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à gagner les élections ou qu'à occuper des postes politiques, mais rarement à se dire, mais nous sommes là pour le peuple. Nous sommes là pour le bien-être supérieur du pays. Moi, j'en terminerai par là. L'Union africaine. Mais au-delà de l'Union africaine, les institutions d'Afrique centrale, on ne les a pas vues. On a entendu Sassou organiser précipitamment une réunion, mais c'était pour dire quoi? Rien qui aille dans le sens justement de dire soit on stoppe ce processus-là, on va reprendre les choses autrement, mais c'était pour cautionner, dire nous sommes pour que ça aille jusqu'au bout. On a sécurisé Bangui, mais le reste de la population n'a pas voté. Je crois qu'il y a un travail à faire par la suite pour retrouver cette confiance-là, pour travailler réellement, mais que tous les politiciens, ça c'est vraiment un appel à tous les politiciens centrafricains à se dire alors, ça a trop duré. Le président fait face à une crise de légitimité, Jean-François Akanji-Kombe, avant qu'il puisse effectivement développer ses objectifs, ses priorités économiques, sécuritaires. Bien il sûr. fait quand même face à... Et forcément, on ne peut que souhaiter que, quels que soient les résultats qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle, qu'on n'ajoute pas de l'huile sur le feu ou de l'essence sur ce foyer. Mais il faut bien constater que celui qui sortira, c'est-à-dire Faustin-Archange Touadéra, de ces élections-là, il aura des problèmes de légitimité dans un pays où, et je pense que cet élément est plus grave encore et plus profond, dans un pays où le conflit est né du sentiment d'exclusion d'une partie de la population, exclusion par des régimes qui n'étaient pas des régimes démocratiques, et exclusion par des régimes qui étaient des régimes répressifs. Et aujourd'hui, on est en train d'apporter la preuve qu'un régime démocratique est encore plus excluant. Il peut exclure encore plus. Et cette fois-ci, c'est pas seulement le nord du pays, pas seulement le sud, c'est les provinces. On installe un pouvoir de Bangui. Et le problème de légitimité qui va se poser, c'est, d'une certaine manière, moi je ne serais pas étonné que les populations de province soit dans un état d'esprit de rébellion, en disant nous n'avons pas à être gouvernés que par Bangui, notre voix compte aussi. Et donc ça, c'est le défi que le président Touadéra va avoir si jamais ces résultats-là sont confirmés. J'ose espérer que la Cour constitutionnelle, qui a montré un peu plus d'audace dans un certain nombre de décisions récentes, en montrera, ne serait-ce que pour annuler quelques résultats, notamment où les choses sont flagrantes, où par exemple, on savait que des groupes armés avaient brûler tous les bulletins de vote et tout le matériel électoral, et comme par hasard et comme par enchantement, on a proclamé des résultats avec un nombre de votants, de bulletins de vote. Donc au moins que ces situations-là, la Cour constitutionnelle puisse rétablir l'équilibre et pourquoi pas aller au deuxième tour. Aller au deuxième tour et dans l'organisation des élections, l'argument financier ne tiendra plus, puisqu'il avait été tenu compte du premier et du deuxième tour, et aller au deuxième tour, et cette fois-ci en organisant de façon plus inclusive, en couvrant le territoire comme il se doit, pour pouvoir organiser, faire sortir un président de la République qui soit quand même plus légitime que ce qu'il ne peut être aujourd'hui. Alfred Tchango, peut-être un dernier mot. Est-ce que le pouvoir a tout intérêt, effectivement, à organiser ce deuxième tour afin d'asseoir la légitimité du futur président? Ce n'est pas le pouvoir puisque... en tout cas, l'autorité en charge des élections. Touadéra, lui, il se contente de ces résultats-là. C'est vraiment
comme Jean-François vient de le dire, la Cour constitutionnelle, si elle dit le droit, elle est audacieuse, elle pourrait aller dans ce sens de dire ces élections n'ont pas été inclusives. Il y a quand même une grande partie de la population qui a été exclue. Enfin, 700 000 et puis vous excluez plus de 1 500 000 de ce vote-là, il y a un gros problème. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut organiser ce second tour de l'élection présidentielle, ça serait plus juste, plus légitime. J'espère que la Cour constitutionnelle va avoir cette audace-là, mais souvent en Afrique, nos cours constitutionnelles n'ont pas ce courage-là. Merci à tous les deux pour ce décryptage. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite. De retour dans l'Africa Newsroom. Merci à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Jean-François Akandikombe et Alfred Tchongo, nos deux éditorialistes. Place au grand angle. Le 31 décembre a marqué la fin officielle de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, déployée au Soudan depuis 2007. Le retrait progressif des 8000 membres de la mission doit s'étaler sur une période de 6 mois. La responsabilité du maintien de la paix dans cette région est désormais confiée aux autorités soudanaises de transition, un changement qui se fait avec beaucoup d'inquiétude et d'appréhension du côté des populations qui d'ailleurs manifestent ces derniers jours contre ce retrait. Marie-Raphaël Antolo. Manifestation contre le retrait de la mission de maintien de la paix au Darfour. Après le retrait de la mission conjointe ONU-Union africaine, des centaines de personnes ont manifesté contre le départ de cette mission, soulignant le risque de détérioration de la situation sécuritaire et l'augmentation du taux de criminalité dans le pays. Ils ont également précisé que les femmes étaient confrontées à des violences physiques, sexuelles et verbales et qu'elles craignaient d'être contraintes de retourner dans leurs terres et leurs villages. À cet effet, des centaines de manifestants ont exigé que l'aminoade reste au Darfour jusqu'à ce que la sécurité soit garantie. Une situation que les chefs de mission contestent du fait des efforts accomplis pour restaurer la paix au Soudan. Alors, il faut également que l'Union africaine, à travers l'organisation régionale l'IGAD, puisse alors mettre en place un mode opératoire de relève opérationnelle après le départ, évidemment, des Nations Unies. Et ça sera l'une des priorités qui va stabiliser cette zone. Afin de rassurer les populations et déplacées, le gouvernement du Darfour occidental, Mohamed El Doma, a déclaré que le vice-président du Conseil souverain, le lieutenant-général Mohamed Hamdan, allait augmenter le nombre de forces conjointes de 18 000 au lieu de 12 000 prévus plus tôt pour protéger les civils au Darfour. Néanmoins, le départ de l'aminoade dans le pays a été accéléré par la décision du Conseil souverain soudanais et le gouvernement américain de ne pas renouveler le mandat de la mission dans le pays en cours depuis 2007. L'urgence aujourd'hui de réorganiser cette armée soudanaise à travers la chaîne de commandement, à travers le respect de la hiérarchie, à travers le renforcement des capacités d'ordre opérationnel, dans le maintien, dans le respect des droits de l'homme. Et voilà autant d'enjeux aujourd'hui qui se posent en termes d'urgence pour que nous puissions avoir une armée solide. L'opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour avait essentiellement pour mandat d'établir la paix dans la province du Darfour et de protéger les civils. Elle était également chargée d'assurer la sécurité de l'aide humanitaire, de surveiller et de vérifier l'application des accords, de favoriser un processus politique ouvert, de contribuer à la promotion des droits fondamentaux et de l'État de droit et de surveiller la situation le long des frontières avec le Tchad et la République centrafricaine. Un mandat qui s'est ainsi achevé le 31 décembre 2020 après 13 ans d'exercice. Alfred Tchongo, est-ce que ce retrait n'est pas quelque peu précipité, même si le gouvernement soudanais a prévu de former 12 000 soldats et envoyer par la suite cette garnison dans la région du Darfour, mais bon, ça reste un programme pour l'instant. Est-ce que ce retrait n'est pas précipité? Alors, deux choses, Zahra. La première, c'est que les autorités soudanaises ont demandé justement la fin de cette mission
librement, souverainement. Ils ont voulu effectivement assurer par eux-mêmes cette sécurité, le contrôle de tout le pays. Donc, on peut leur donner quitus de cette décision-là. Et les Nations Unies ont été amenées, je ne vais pas dire contraints, à accepter cette décision. Parce que ça faisait quand même 13 ans que cette mission est là. La deuxième chose, c'est que cette décision de retrait fait suite justement aux accords de paix qui ont été signés à Juba. Avec les groupes armés. C'est ça, voilà, au mois d'août, et donc qui laisse entendre effectivement qu'on tend vers ce processus. Et l'accord de paix prévoit toute une série de choses, des dispositifs qui permettraient effectivement, si tous les protagonistes acceptaient justement de jouer le jeu, de pacifier le pays. En réalité, ben oui, le gouvernement de transition a voulu se démarquer de Bachar, de l'ancien président al-Bashir, Omar al-Bashir, qui, lui, avait favorisé déjà à l'époque les Janjaouides qui attaquaient les Darfouris, etc. Pour se démarquer de cela, ils sont allés vers cette idée d'accord de paix et puis justement d'assurer la sécurité. Dernière chose, c'est que les troupes des Nations Unies ne vont pas partir du jour au lendemain, c'est jusqu'au mois de juin, donc ils sont encore là, peuvent encore veiller à ce que la sécurité soit assurée et puis le programme d'aide alimentaire qui continue encore jusque-là. Jean-François Kandikombé, est-ce que les autorités soudanaises sont en mesure de prendre la relève? Est-ce que les forces militaires ont cette capacité d'assurer la sécurité dans cette région du Darfour, sachant que les violences continuent encore dans cette région? Alors, la première des choses que je relève, Zahra, dans cette décision-là, c'est que le Soudan est revenu dans le concert des nations avec une confiance des grands acteurs internationaux et du Conseil de sécurité évidente, parce que auparavant, au temps de Omar el-Béchir, vous vous souvenez, le pays était sous embargo, sous surveillance internationale de tous les côtés, et ce n'est certainement pas à ce moment-là qu'on aurait pu assister à un désengagement des Nations Unies, surtout un désengagement décidé avec à la tête de cette décision de désengagement les États-Unis. Les États-Unis ont approuvé, ont même poussé, ont accepté cette idée-là. Et donc c'est un élément important de reconnaissance internationale du régime qui est en place. La deuxième chose, pour répondre directement à votre question, c'est que le Soudan n'est pas un État failli. Contrairement à ce qu'on peut observer chez certains de ses voisins, en particulier celui que je connais, la République centrafricaine, le Soudan n'est pas un État failli et il dispose des forces de sécurité, de défense et de sécurité suffisantes, et il dispose de matériel militaire suffisant et de formation d'hommes formés qui sont capables d'assurer la sécurité, voire même de s'interposer ou même de combattre d'autres forces en face, à la condition que cela ne soit pas fait selon les méthodes que Alfred a évoquées tout à l'heure, à travers des milices janjaouides dont le but était essentiellement de massacrer. Donc là, aujourd'hui, le gouvernement de transition du Soudan est dans une position où on peut lui faire confiance, a priori, mais où surtout il reste sous les feux de la rampe pour savoir quelle sera sa capacité à protéger la population civile et à protéger cette population civile sans discrimination. Parce que le problème, c'était précisément cela, et il semble que ce gouvernement-là ait les meilleures intentions aujourd'hui. Quant à ce qui concerne l'opérationnalité de la chose, ils ont les moyens. Est-ce qu'il y a la volonté politique? Je crois pouvoir dire qu'elle est là, et puis on verra. Et puis, s'agissant des Nations Unies, pour terminer, les Nations Unies se retirent, mais il y a une autre mission qui a été décidée par le Conseil de sécurité pour le Soudan, et c'est une mission exclusivement politique. Et d'ailleurs, les membres de cette mission sont en train d'être recrutés pour assister le gouvernement de transition dans la mise en place de nouvelles institutions, de rétablissement de l'état de droit. Une mission d'accompagnement sur le chemin vers l'état de droit et la démocratie, si j'ai bien compris. Bon, on peut discuter, on peut discuter de l'efficacité de ce genre de mission. On l'a suffisamment fait ici pour ne pas, que je
n'y insiste pas trop, mais bien entendu, le nœud du problème, ça va être là où on va juger vraiment, au bout de 6 mois, d'1 an, c'est la protection de la population civile. Est-ce qu'elle a pu être assurée? Alors, pour l'heure, la population, notamment celle du Darfour, mais aussi beaucoup d'ONG émettent quand même énormément de doutes quant à la capacité des autorités soudanaises à protéger les civils. C'est compréhensible, hein, Zahra. C'est tout à fait normal qu'il y ait cette inquiétude-là, que la population demande à avoir confiance justement en ces autorités de la transition et en leur capacité à assurer leur sécurité. C'est tout à fait normal. Maintenant, effectivement, comme le dit Jean-François, on jugera de leur capacité justement à protéger la population lorsqu'on verra qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas retour des Janjaouides et que dans la mesure où tous les mouvements rebelles finalement qui s'étaient insurgés contre Omar al-Bashir ont accepté de signer cet accord de paix et qui sont partie prenante justement de cet accord-là. Pour la plupart, ce sont des Darfouris qui s'étaient insurgés pour protester. Donc, dès le moment où il y a cette convergence, cette conjonction, ne serait-ce que momentanée actuelle, on peut faire crédit à ces autorités-là et à leur capacité justement à assurer cette sécurité. La prudence de la population est tout à fait compréhensible parce qu'ils savent ce qui s'est passé par le passé, où le gouvernement de Bachar Omar al-Bashir n'a jamais tenu sa parole par rapport à la sécurisation des Darfouris et du Darfour. Juste un mot pour dire qu'il ne faudrait pas non plus, parce que les Nations Unies se retirent, qu'on les crédite d'un excès de réussite dans leur mission. Est-ce que la mission des Nations Unies de protection de la population, au bout de 13 ans, quand vous voyez des populations qui manifestent en disant « nous sommes toujours en insécurité », etc., et qu'il y avait 8000 hommes qui étaient là sur place, les Nations Unies ont moyennement réussi, je dirais même peut-être échoué dans l'accomplissement de leur mission. Donc la comparaison, me semble-t-il... Alors c'est précisément la question que j'avais posée, parce qu'on sait que ces derniers mois, 50 000 personnes ont été tuées dans la région, et vous l'avez bien dit, la mission est là depuis 13 ans. Et les violences sont toujours là. Alors, est-ce que finalement, ce retrait, ce n'est pas aussi l'échec de cette mission? Alors, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'efficacité de ces missions de paix des Nations Unies en Afrique. Que ce soit en Somalie, en Centrafrique, en RD Congo, à la MONUSCO, depuis moult temps. On peut se poser la question de l'efficacité de ces missions-là. Je pense que les résultats, si on le prenait dans leur ensemble, sont relativement positifs. Relativement. Je dirais même plutôt le bilan n'est pas totalement satisfaisant, dans la mesure où les violences n'ont jamais été éradiquées complètement. Donc, c'est aussi pour les Nations Unies une occasion pour eux de se retirer une épine du pied, de se dire au fond, nous sortons quand même de ce bourbier de 13 années. Maintenant, il revient aux autorités en place d'assurer, de prendre leurs responsabilités. Donc, je crois qu'il y a aussi de la part des Nations Unies comme une sorte de ouf de soulagement de retirer les troupes. Oui, alors, pardonnez-moi Jean-François, je rectifie mes chiffres. 50 000 personnes déplacées ces derniers mois et une centaine de morts. Je vous laisse poursuivre. Oui, je disais, il y a une donnée qui a peut-être joué, je crois, très fort. C'est quand même un élément qui est une forme d'application de la doctrine Trump. Le président Trump était pour un désengagement des États-Unis, de toutes les organisations internationales. On ne finance plus des opérations qui sont coûteuses pour le budget américain. Et dès lors qu'on a pris cette décision-là, et dans la mesure où l'Union africaine n'est pas capable aujourd'hui de se substituer, en tout cas de prendre la relève dans ces conditions-là, on est bien obligé de partir et on est bien obligé de construire un discours pour partir. Et puis, quand le
gouvernement en place du Soudan exprime son vœu de pouvoir contrôler et assurer la protection de l'ensemble de sa population, ça tombe très bien. Donc c'est un élément très important et qui met aussi en lumière une carence qui n'est pas seulement des Nations Unies, mais de l'Union africaine. L'Union africaine est obligée de suivre les Nations Unies quand les Nations Unies se retirent, parce que l'Union africaine n'a pas les moyens d'une politique africaine de sécurité, et donc de maintenir éventuellement des troupes pour la protection de la population civile. Absolument. Oui, non, mais ce que dit Jean-François est tout à fait juste. Non seulement l'Union africaine, mais si on prend l'IGAD, qui est l'autorité intergouvernementale, justement, qui gère toute cette région-là, pas non plus capable de prendre à son compte cette question de la sécurité. En fait, pendant toutes ces années, mais dans toutes les situations de crise où les États ont été dépassés, on s'est défaussé sur les Nations Unies. Et dès lors que les Nations Unies n'ont plus les moyens financiers de pouvoir soutenir ces longues opérations qui durent dans les temps, sous la pression évidemment des États-Unis, eh bien, quand il y a cette possibilité de retrait, parce qu'au fond, quand on entend le discours d'Antonio Guterres, c'est quoi? C'est de dire il y a eu un accord de paix qui a été signé, donc nous sommes satisfaits et les autorités soudanaises ont demandé qu'on se retire. Ok, très bien. Donc on se retire. On se retire et donc voilà, c'est de leur responsabilité. Je crois que en même temps, il faut quand même que les autorités africaines prennent conscience de ce défaut-là et que finalement que les crises africaines soient résolues par les Africains eux-mêmes et qu'on privilégie plus le dialogue que justement la violence ou les insurrections, les guerres qui entraînent les déplacements de populations, des milliers de morts, qui appauvrissent les États finalement. Alors, ce qui est certain, c'est que la transition, en tout cas l'équipe qui est actuellement au gouvernement, joue gros. Car si l'équipe ne parvient pas à garantir la sécurité dans la région, c'est toute la transition qui est sapée finalement. Jean-François Akanji-Combé. Ça sera un élément important, je crois, parce que c'est un régime de transition, comme tous les régimes de transition, j'imagine, simplement. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas dans leur tête. J'imagine simplement qu'ils ont quand même le dessein de se perpétuer au pouvoir et donc éventuellement de participer à des élections qui vont permettre de sortir de la transition et de continuer à essayer de stabiliser le pays. Et donc ce sera un moment crucial. C'est à cela aussi qu'ils vont être jugés. Mais si j'ai bien compris, d'abord c'est un pouvoir militaire. Et c'est un pouvoir militaire qui a parmi ses premiers objectifs l'objectif de sécurisation du territoire national, de contrôle du territoire national et de sa sécurisation, y compris des frontières. Il y a des tensions d'ailleurs diplomatiques qui sont nées de ce fait-là entre le Soudan et le Tchad notamment. Et on peut penser que vraiment ils ont cette volonté-là de renormaliser d'une certaine manière la situation dans le Darfour. Bon, faut voir s'ils y réussissent. S'ils y réussissent, ils jouent leur destin politique aussi. Ils jouent leur destin politique, soit ils réussissent pas. Et s'ils ne réussissent pas, ils seront peut-être poussés à la porte par le peuple soudanais qui a déjà montré qu'il était capable de se mobiliser. Bon. D'ailleurs, j'ajouterais juste une petite chose. Déjà, il y a aussi la question éthiopienne, la déstabilisation du Tigré et puis de tous ces réfugiés qui arrivent aussi au Soudan. Donc il y a aussi cet enjeu-là qui est là, qui constitue pour le pouvoir de transition aussi un autre gros problème justement. Donc si avec tout ça, ce gouvernement parvenait effectivement à assurer la sécurité de tout le Soudan, peut-être que la transition les conduira justement à organiser des élections et à rester au pouvoir. Mais sinon, Jean-François l'a rappelé, le peuple soudanais se soulève et puis malgré les morts et tout ça, renverse le régime. Alors on va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques secondes pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom et nous parlerons du lancement de la zone de libre-échange continentale. À tout de suite.
Troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Alfred Chongo et de Jean-François Akondi-Kombe, nos deux éditorialistes. Tout de suite, le Zoom. La pandémie de Covid-19 a imposé aux États africains un retard de démarrage de la zone de libre-échange continental. Le lancement effectif devait normalement avoir lieu en juillet 2020, mais il a finalement été repoussé au 1er janvier de cette année. La ZLECAf, désormais opérationnel. Le marché vise à rassembler 1,3 milliard de personnes au sein d'un bloc pesant plus de 3 000 milliards de dollars. Mildred Diamou. Les échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement débuté le 1er janvier 2021. Décidé en décembre 2020 par les chefs d'État africains de 54 pays membres de l'Union africaine, le lancement officiel des échanges commerciaux sur la ZLECAf constitue une étape importante dans la mise en œuvre de l'intégration économique africaine. L'objectif de la ZLECAf est d'ériger notre continent en force dynamique et en acteur majeur sur la scène internationale. J'appelle aux chambres de commerce, aux organisations patronales et à la communauté des affaires à se mettre au travail dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de toute l'Afrique. Lancée en mars 2018, la ZLECAf réunit actuellement 54 pays membres de l'Union africaine, offrant un nouvel espoir en termes de stimulation du commerce intra-africain et de facilitation du développement et de l'industrialisation en Afrique. Selon la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, une fois pleinement opérationnel, l'accord de libre-échange africain a le potentiel d'augmenter le niveau de commerce intra-africain de plus de 52% d'ici 2022. Pour moi, ce n'est pas le début des échanges. Les échanges ont déjà lieu entre les pays. Donc la zone vient simplement amplifier ces échanges-là. Le taux d'échange intracontinental n'atteint même pas 20%. On veut des taux d'échange qui dépassent les 50%. Donc la zone de libre-échange continental, pour moi, ce n'est qu'un début, c'est un processus. Il va s'affiner à mesure que le temps va passer. Si on réussit le tour de force d'industrialiser l'Afrique maintenant, on aura déjà trouvé l'occasion de pouvoir procéder aux échanges. Donc le tourisme ici, sur le continent, je suis convaincu que grâce à cette zone de libre-échange, maintenant, ça va s'amplifier et ça va rapporter un peu plus d'argent. On aura la possibilité de circuler sans avoir à faire face encore aux entraves douanières. C'est une très bonne chose. Les infrastructures vont suivre, mais il va falloir d'autres institutions pour pouvoir soutenir ce marché commun qui est en création. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine prévoit également la mise en œuvre des plans d'industrialisation et de commerce électronique, de développement des infrastructures de l'agriculture, ce qui permettra de booster la croissance et de créer des emplois pour les jeunes. Dans le cadre de cet accord, les pays africains ont convenu de supprimer 90% des droits de douane sur une période de 5 à 15 ans. Alors, quelques chiffres d'abord. Il s'agit de faire passer les échanges de 16% actuellement à 60% d'ici 2034. Jean-François Akondi-Kombe, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de freins qui pourraient empêcher la réalisation de cet objectif en à peine 15 ans ? Ah, Zara, c'est énorme, 60%. J'adore votre question parce que vous avez pressenti mes réserves. J'ai du mal, en fait. J'ai du mal à partager l'enthousiasme qui entoure la ZLECAf et les objectifs mirifiques que l'on nous présente. Parce que, ne serait-ce que par une observation élémentaire, l'Afrique est sans doute le continent qui est le plus traversé par toutes les organisations d'intégration économique qui se superposent pour des régions, la CEAC et la CEMAC dans le cadre de l'Afrique centrale, la CEDEAO et j'arrive plus à retrouver, mais l'Afrique est quadrillée par ces organisations d'intégration qui sont censées d'ailleurs provoquer une plus grande intégration entre les États membres qu'une simple zone de libre-échange, et regardez dans quel état nous sommes en ce qui concerne les échanges intra-africains. Et bon, pour aller au fond du sujet, moi j'ai des réserves, notamment parce que je me dis que pour pouvoir intégrer des économies des États, il ne suffit pas simplement de décréter qu'il n'y a plus de droits de douane dans les échanges entre ces États. C'est un élément important. Mais ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir réagir en commun
sur un certain nombre de segments économiques, avoir des politiques économiques communes, notamment en matière de fiscalité, en matière d'industrialisation. Il a été évoqué tout à l'heure la question de l'industrialisation qui va nécessairement, qui est de nature à amener une plus-value. Et puis, il faut pouvoir se déterminer ensemble vis-à-vis du commerce avec l'extérieur, et ça ne peut être fait qu'à travers un tarif douanier extérieur commun qui n'existe pas aujourd'hui. Et je terminerai en disant que moi, ce qui me chagrine dans ces démarches-là, c'est que ça reste toujours des démarches stéréotypées. Quand vous regardez l'accord ZLECAf, vous mettez l'accord ZLECAf à gauche et vous mettez les accords OMC à droite, ben, en fait, c'est du copier-coller des accords OMC. C'est-à-dire des normes internationales, mondiales, qui ont été faits en particulier pour favoriser ceux qui, dans la mondialisation, ont la puissance de frappe, en réalité. Et donc nous, dès lors que, dans ces processus-là, on ne prend pas en compte les hommes et les femmes, je pense qu'on ne réussira jamais. Parce qu'on ne peut pas intégrer économiquement, laisser passer les marchandises, laisser passer les services éventuellement, et ne pas laisser passer les personnes. La libre circulation des personnes est quelque chose qui accompagne nécessairement, voire même qui amorce l'intégration économique. Or, ce sont des aspects qui ne figurent pas dans ce dossier. Ça fait partie des éléments qui font que je reste encore dubitatif. Je n'exclus pas que les choses évoluent, mais pourvu que ces différentes mesures soient prises, et si elles sont prises, on n'est plus dans une zone de libre-échange. On est dans autre chose. Alfred Thiango, pardonnez-moi, donc Jean-François soulève un certain nombre de problématiques, effectivement. Je pense effectivement que la zone de libre-échange économique en Afrique pourrait être un horizon intéressant pour justement cette question de l'intégration africaine. En réalité, ça aurait pu être le point d'aboutissement de ce que Jean-François a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire toutes ces structures régionales propres aux régions africaines qui étaient censées préparer justement l'arrivée à la ZLECAf. Or, on n'a pas encore fait le bilan de la CEDEAO, CEAC-CEMAC, de la SADC et de COMESA en Afrique de l'Est, de l'IGAD, etc. On n'a pas fait le bilan de toutes ces structures-là pour voir qu'est-ce que ça a apporté concrètement en termes d'intégration économique, d'intégration financière, d'intégration douanière, d'harmonisation des politiques pour permettre justement non seulement l'industrialisation, l'électrification, la production, etc., mais la libre circulation surtout des personnes. On favorise partout la libre circulation des biens, rarement la libre circulation des personnes. Et ça, c'est un gros problème. Alors, on dit, on va mettre en place un passeport africain, justement, qui faciliterait ces choses-là. Or, il y a des réticences de beaucoup d'États africains pour la mise en place de ce passeport. Mais je pense que le défi le plus important pour la réalisation de cet objectif de la ZLECAf, c'est l'objectif de la paix en Afrique. Tant qu'il y aura des guerres, tant qu'il y aura des conflits, comme on le voit depuis une vingtaine d'années en Afrique, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, il y aura toujours cet obstacle-là. Parce qu'au fond, sans la paix, il y aura des inégalités. Les pays qui sont en paix pourront effectivement, à leur échelle, à leur niveau, produire, mais ça n'arrivera jamais dans les autres États. Et du coup, nous serons toujours dépendants de quoi ? Des importations que nous faisons justement vis-à-vis de l'extérieur du continent. Oui. Est-ce que ce marché commun ne va pas... Oui, peut-être un mot avant que je pose ma question. Oui, je prolongerai ce que vient de dire Alfred sur la condition préalable qui est plutôt de nature politique et sécuritaire. Parce qu'il faut y ajouter que tant que la situation reste ce qu'elle est, le premier objectif de la ZLECAf, qui est de libérer les échanges entre les États, ne peut pas avoir lieu. Parce qu'un État
devra légitimement contrôler les personnes qui rentrent sur son territoire dès lors qu'ils viennent d'une zone pour s'assurer qu'ils ne viennent pas d'une zone de conflit, qu'ils n'amènent pas des armes pour entrer dans son pays, qu'ils ne viennent pas créer des troubles et des marchandises qui circulent également, il faudra les contrôler. Or, ces obstacles-là, le principe, c'est justement de pouvoir abaisser ces obstacles-là. Et ils ne peuvent l'être que dans des conditions de paix et de sérénité retrouvée sur l'ensemble du continent africain. Bon, donc vraiment cet élément politique-là, même si on n'en tient pas compte, l'économie n'est pas un territoire à part. C'est ça. Il est gouverné par cet ensemble-là. Et puis par ailleurs, il faudrait que sorte de la tête de nos chefs d'État que tout étranger qui arrive chez eux, ils doivent le contrôler parce qu'on ne sait jamais. Y compris dans les zones CEMAC, CEDEAO, aujourd'hui encore, on a ce genre de réflexe-là, c'est pas propre à favoriser. Alors peut-être en quelques secondes, avec toutes les problématiques soulevées par tous les deux, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un marché commun qui va fonctionner finalement peut-être à deux vitesses? D'un côté, les pays les plus industrialisés du continent, ou en tout cas les plus développés, et puis les autres qui sont là, avec des économies encore extrêmement fragiles et qui dépendent aussi en grande partie des recettes douanières. C'est une question qui se pose aux autorités de politique continentale, justement. Déjà, à l'intérieur des blocs qui existent, CEMAC, CEAC, etc., COMESA, il y a des inégalités de développement, des inégalités de puissance économique. Et même dans des zones où l'intégration a été plus ou moins poussée, comme la CEDEAO, on voit les inégalités qu'il y a entre la Guinée, Bissau, la Côte d'Ivoire, par exemple, entre la Zambie, Sierra Leone, etc. Donc il y a de ces inégalités qui existent et qui font effectivement que, même quand on a aboli les tarifs douaniers, mais il y a toujours des contrôles qui existent qui empêchent justement que ça se fasse réellement. Et ça pourrait entraîner justement aussi des déséquilibres dans les États qui ne sont pas, j'allais dire, plus avancés ou plus développés que les autres. Je partage ce que vient de dire Alfred. J'y rajouterai que vous avez raison, il faut vraiment veiller à ce que la ZLECAf ne fonctionne pas comme un élément de cristallisation des inégalités, voire d'accroissement des inégalités, parce que très concrètement, dès lors qu'un pays comme le Nigeria, le Ghana, enfin un certain nombre de pays africains qui sont très industrialisés, qui sont en avance quant à leur industrialisation, ça leur ouvre toutes les frontières, et les autres États qui sont les moins avancés deviennent simplement des consommateurs. Et donc les opportunités pour s'industrialiser vont diminuer d'autant. Donc c'est pour ça que je parle de cristallisation. C'est pour ça notamment que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas créer une zone de libre-échange sans politique d'accompagnement, y compris des politiques qui visent à équilibrer les choses et à traiter les inégalités entre États ou entre secteurs. Fin de cette émission. Merci à nos deux éditorialistes. Merci Jean-François Kandji-Combé. Merci Zahra. Merci Alfred Thiong'o. Merci Zahra et bonne année encore à toutes mes téléspectatrices. Très très bonne année Je à m'y nos associe. Téléspectateurs d'Africa 24. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Je vous dis à demain. Très bonne soirée.